Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Dans ce nouvel épisode d'Écho de l'actu, j'ai le plaisir de recevoir un artiste poète, musicien, conteur, passeur de mémoire, avec qui nous allons échanger sur son monde artistique, son monde engagé pour sa culture et plus particulièrement sur sa prestation Contes et poésie en musique, une séquence qui nous présente dans le cadre de la journée La Martinique entend longtemps, proposée par l'association Arôme 2000 le 13 juin à Champs-sur-Marne. Bienvenue Yves Pastel. Oui, bonjour Mika, bienvenue. Écoute, merci de m'accueillir chez toi. Très contente de notre discussion parce que ça fait longtemps nous pas parler, quoi. Hein? M'en parler dit combien de temps parce que... Bon, ça va nous rajeunir. Ça Exactement, fait quelques temps, exactement. Alors, on rappelle quand même, j'ai dit tout à l'heure que tu étais poète, musicien. On aura l'occasion de revenir sur la partie littérature. Là, tu vas intervenir le 13 juin à Champs-sur-Marne, comme je l'ai dit. Et tu es à la base, au départ, on va dire, de ton jeune âge, entre le conte, la poésie et la musique. Lequel qui est arrivé en premier dans ta vie? Je crois que tout est arrivé en même temps en réalité. Ah oui? Oui, je serais plus porté à parler d'abord de poésie et de musique. Quand on parle de conte, c'est parce qu'on a grandi dedans, c'est un univers. Oui. Mais ce que je pratique moi essentiellement, c'est de l'écriture en général et de la poésie particulièrement. Des contes aussi parce que les contes ça fait partie des choses que nous avons comme dans notre tradition orale et qui exprime le conteur chez nous on sait que c'est le philosophe c'est le chroniqueur, c'est le philosophe, donc par conséquent on a forcément un regard sur ce genre littéraire là mais pour parler strictement de moi directement je suis dans l'écriture poétique et puis dans les nouvelles, dans les romans, ce genre de choses. Voilà. Oui, parce que tu as plusieurs ouvrages à ton actif. Oui, voilà. J'ai des ouvrages. D'ailleurs, l'un des premiers livres qui m'a valu, d'ailleurs, chez vous, je dirais chez vous à l'époque. J'ai eu ce qu'on appelle le prix Fetkan, qui célèbre l'écriture des gens de chez nous, on va dire en gros. Et j'ai eu donc ce prix pour le livre L'humeur, le recueil de poèmes L'humeur des Cannes. Ouais, voilà. C'est ça. Ça fait quelques années. Voilà, et c'est à l'époque, c'est vrai, où j'étais délégué littéraire du prix Fetkan. Voilà. Et oui, et c'est là qu'on s'est connus en fait. Exactement, donc, tout à fait. Oserais-je dire pour tout dévoiler en 2006. Voilà. Oui, voilà. Et ensuite, j'ai publié quelque chose encore un livre chez l'Harmattan. Oui. C'est L'homme qui attend à l'abribus, qui est un regard sur l'exil et d'autres avatars comme l'exil psychiatrique. Voilà. Ce rapport particulier qui peut affecter l'âme, quelqu'un tout simplement. Qui connaît l'exil et comment on le traite et comment lui se protège, comment il réagit par rapport à cette... Voilà. Donc voilà. Et ensuite j'ai publié d'autres choses chez d'autres éditeurs. Oui. Alors, on peut en parler maintenant, on peut en parler plus tard. C'est comme... on en parlera dans un autre podcast, comme ça on aura on sera beaucoup plus à l'aise, puisqu'on ne parlera que de ton côté littéraire et d'écriture. Là, c'est vrai que tu écris aussi quand tu présentes là, par exemple, quand on te contacte, alors Yves, quand on te propose plus précisément Marlène Alger te propose de participer à la journée Martinique en temps longtemps autour des contes, de la poésie et de la musique, qu'est-ce qui te donne envie de répondre oui, je vais être là? D'abord parce que
on me sollicite. Oui. Donc, si on me sollicite, je pense qu'il faut avoir la correction d'apporter une réponse, de dire un oui ou un non. Et si on dit oui, on le dit parce que on s'engage avec les gens qui s'engagent, tout simplement. Oui. Si un acteur culturel prend la peine de nous solliciter, c'est qu'il considère que ce qu'on fait vaut la peine d'être entendu, d'être partagé, et c'est un honneur. Donc, il faut répondre dans la mesure où on est disponible et qu'on entre dans le cadre, hein, puisqu'il y a aussi des questions de thématiques. Je pense qu'il faut aussi apporter sa pierre à cet édifice culturel. Nous, ici, on a besoin de faire vivre ce qui est de notre essence, de notre ressenti particulier, de notre signature culturelle spécifique, de notre humanité. Donc, je crois que je réponds parce que ça me permet d'être avec des personnes qui ont envie de donner et avec des personnes qui ont envie de recevoir. Voilà. Oui, puis lorsque tu dis ici, ça veut dire que c'est l'Hexagone. Voilà, parce que... Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, c'est ça. En fait, parce que c'est aussi un passage de mémoire, c'est aussi à apporter à la jeunesse. Bien sûr qu'on apporte aux plus âgés des souvenirs, mais la jeunesse, on leur apporte quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Alors, justement, c'est bien de citer les générations. On parle des plus âgés et des plus jeunes. Les plus âgés ont été jeunes. Oui, c'est ça. Donc, ils ont des souvenirs. Et peut-être qu'ils ont aussi des vides, des espaces, des trous, des espaces nostalgiques qu'ils ont besoin de combler ou de se remémorer, parce que c'est une forme ça apporte un bien-être que de se rappeler de choses qui concernent notre vie quand on était, par exemple, au pays, pour ceux qui ont grandi au pays, et puis ceux qui ne sont pas et qui n'ont pas grandi au pays, mais qui ont quand même un rapport avec le pays de par leurs parents, etc. C'est bien de rappeler des choses, de ramener des choses qui relèvent de nous-mêmes. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais justement parce que... Vas-y, excuse-moi. Et puis de faire le pont aussi entre les générations, que qu'on sache qu'on est ensemble par notre culture. Voilà. Oui, alors justement, quand tu parles de culture, ces journées proposées par Arôme 2000, ce sont des journées de culture pour découvrir les traditions antillaises, hein, d'accord? Et là, la Martinique en ton temps, c'est l'ouverture, on va dire, et ça part de 1900 à 1970. C'est la deuxième fois que c'est organisé, cette journée, donc on pense qu'il sera pérennisé. Et le public est invité donc à venir de 15h jusqu'à l'aube sur cette journée où il y aura des expositions, des contes poèmes, défilés de vêtements traditionnels, de l'initiation musicale, de la danse, des jeux d'antan et aussi conférences. On va échanger. Et toi, ta partie, c'est vraiment contes et poésie en musique. Exactement. Voilà. Et je crois que ça me semble important. On parle de poésie, et on parle de paroles, et on parle donc de la langue, de nos langues, on va dire, de nos pratiques linguistiques, donc le créole évidemment, et tout ce que ça véhicule. Et notre pratique, on va dire, nous écrivons aussi en français. Et nous avons une tradition qui est une tradition d'écriture poétique, mais de littérature tout simplement. Et on peut très bien parler aussi de nos historiens, des personnes qui font quand même un travail depuis très très longtemps, qui restituent notre réalité à la fois historique et en gros culturelle, économique. Bref. On a besoin de mettre à sa place la langue. En particulier, pour moi, faire le pont entre l'oraliture, ce que j'appelle l'oraliture, et l'écriture. D'accord ? Le conteur, le poète, le romancier
ça me paraît important, alors à notre échelle, de mettre la langue au milieu. Parce que beaucoup de choses, ou du moins l'essentiel, passe par la langue. Passe par le parler créole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, j'oserais même dire, en ce qui me concerne, le parler martiniquais. Bon, parce qu'on ne peut pas simplement parler de nous, parler de culture, et ne pas faire entendre la langue qui est la nôtre, le créole. Tout autant qu'on dira, qu'on fera entendre notre écriture en français. Mais on ne peut pas, ça me semble important, d'accompagner, de restituer, de redonner des bribes de nos réalités à travers la langue. Alors, sans révéler justement ce que tu prépares pour nous offrir le 13 juin, qui c'est proche, on sait qu'il va y avoir de la musique ajoutée sur tes mots, sur ta poésie, parce que ce sont tes textes que tu vas nous livrer, ou il y aura des textes de d'autres personnes? Alors, il y a essentiellement mes textes. Et des textes de Monsieur Serge Restog, que je crois qu'on commence à connaître et qu'on devrait encore connaître. Moi, je tiens particulièrement à le faire connaître. Son écriture est très ancrée, très particulière. C'est quelqu'un qui a écrit de très belles choses dans les années 60, qui sont totalement d'actualité aujourd'hui. Tout à fait. Donc, à chacune de mes représentations, je n'aime pas dire représentation poétique parce que pour moi, c'est un échange vivant. C'est comme ça que je vis ça. Mais dans chacun de ces moments, je suis content de faire entendre l'écriture de Serge Restog à côté de ma propre écriture. Voilà. À côté de ta propre écriture. Et comment tu amènes la musique? C'est ta composition. Absolument. Voilà. Et alors, j'ai quand même envie de te poser cette question. À quel moment tu as commencé à composer sur ta poésie? Disons que pour moi, la musique et la poésie, c'est la même chose. C'est deux formats. Oui, parce qu'il y a des poètes qui ne sont pas musiciens. Oui, parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu l'opportunité ou la chance d'avoir un instrument de médiation qui permet de mieux dire ou de dire autrement. Voilà. Moi, j'ai commencé à faire de la guitare depuis très longtemps. J'étais encore, on va dire, dois-je dire au lycée ou un peu avant? Oui, adolescent, jeune adolescent. Oui, à peu près, on va dire. D'abord, j'ai connu l'accordéon de mon papa. Voilà. C'est ça. Et qui résonnait dans la maison quasiment tout le temps, en tout cas tous les week-ends, c'est sûr. Et voilà, donc ma première imprégnation musicale, on va dire, au quotidien, c'est l'accordéon de mon papa, et qui me faisait découvrir les airs de chez nous, toutes les musiques Biguine, Mazurka, Valse créole, Quadrille, etc. Ce genre voilà, c'est là que j'ai commencé. Ce qui veut dire, Yves, que tu as évolué dans un univers familial musical? Je dirais que mon papa, et j'insiste bien parce que ma maman ne pratique pas ni de musique ni d'instrument particulier, c'est mon papa. Ma maman chantait à l'église. Elle est partie de la chorale. Et elle m'a aussi amené à la chorale, donc j'ai chanté à la chorale. Bah oui. Avec ma maman. Ça, c'est son volet. Donc, voilà. Oui, donc tu as quand même une influence parce que à la chorale, tu utilises un instrument qui est ta voix. Absolument. Voilà. C'est bien de le dire, ça me permet de me replonger dans ces moments-là. Effectivement, j'ai été enfant de chœur. Oui. Et j'ai baigné dans ce milieu où le chant avait sa place. D'accord. Et j'ai commencé donc à découvrir que j'aimais le chant ou que le chant pouvait m'aimer aussi. Oui. Dans ces moments-là, j'étais encore, on va dire, enfant.
Et donc l'instrument guitare est venu un peu après, un peu adolescent, un peu après, par un frère qui m'a donné une guitare. C'est mon frère qui m'a offert une guitare. Et j'ai commencé comme j'ai pu, comme on peut le faire à la maison. Ensuite, j'ai tenté d'aller au CERMAC, le CERMAC, Centre municipal d'action culturelle, qui a été créé par Aimé Césaire. Voilà, pour le rappeler. Et voilà, donc je suis pas resté très longtemps au CERMAC, mais ça a suffi à me donner, on va dire, une ligne, une rigueur, parce que j'ai compris qu'il fallait s'investir pour pouvoir arriver à en faire quelque chose. Voilà. Je suis pas resté très longtemps, mais je sais que cette période-là était une période importante. D'autant que au-delà de la musique, il y avait ce cocon culturel qui était le Carbet d'ailleurs, le grand Carbet de Fort-de-France, et qui nous a, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, beaucoup d'artistes majeurs aussi qui comptent, qui sont passés par là. Oui, parce qu'on peut dire que le conte tient une place assez importante dans la culture martiniquaise. Le conte, oui. Mais absolument. Moi, je crois que la ressource première de ce que nous appelons globalement notre fond de tradition orale est largement restituée par le conte et par sa figure principale, le conteur. Mais c'est ça. Et pour moi, le conteur, il est absolument central. Même si on ne devait considérer que l'acte d'écriture, parce que c'est en tout cas une écriture ancrée. Ça c'est pas. Alors attends, ça c'est pour le conteur qui écrit, parce qu'il y a des conteurs qui n'écrivent pas. Non, ça c'est pour le conteur qui écrit, mais ça c'est pour tous ceux qui cherchent à restituer cette part d'âme, cette part de singularité de chez nous, et qui a à l'oreille la voix du conteur, qui a à l'oreille l'art du conteur, sa façon d'aller chercher l'information et de le traduire suivant notre tempérament. Et je crois que c'est même, on va pas évoquer absolument tout le monde, mais Patrick Chamoiseau nous le fait bien comprendre. Raphaël Compion nous le fait bien comprendre, quoi. C'est la figure centrale pour moi qui nous permet de construire une tradition qui va se transmettre, c'est le conteur. Et particulièrement, par exemple, dans des moments très importants comme les veillées mortuaires, et on ne peut pas dire qu'il y ait de moments plus forts qu'une veillée mortuaire. Dans ces moments-là, le conteur, il prenait toute sa place, mais en même temps, il nous permettait de découvrir qu'il était une sorte de chroniqueur, une sorte de philosophe, une sorte de... Voilà. Justement, je rectifie, excuse-moi, je me rectifie moi-même. Lorsque j'ai dit tout à l'heure, c'est le conteur qui écrit... non, parce qu'il y a... on part à partir de 1900 jusqu'à 1970, dans le cadre du 13 juin. Mais avant ça, on avait aussi des conteurs qui ne savaient pas du tout écrire, mais qui écrivaient avec leur imagination, c'est-à-dire qui nous donnaient à l'oralité de l'impro, de l'improvisation. Nous devons avoir bien en conscience, parce que c'est notre réalité, que nous sommes d'abord de l'oralité. Nous sommes de cet espace-là. Bien sûr, Voilà. C'est pour ça qu'au début, je parlais d'oraliture et d'écriture. Nous sommes d'abord cela. Et à partir de ce geste premier qui est le conte, naît une écriture spécifique. Je redis bien, lorsque cette écriture est ancrée, elle côtoie de façon très ténue, elle côtoie le conte. Oui, parce que quand on met la musique, par exemple, la musique, qu'est-ce que la musique pour toi va apporter à la parole ? La musique, c'est une sorte c'est un environnement, c'est une correspondance, c'est une sorte de résonance, c'est un prolongement, c'est une enveloppe, c'est un habillement,
ou tout simplement, on peut très bien chanter un conte, on peut très bien chanter un poème. On peut très bien, voilà. Donc je veux dire, c'est quasiment pour moi, bon, encore une fois, tu me disais tout à l'heure qu'il y a des conteurs ou des poètes qui ne sont pas musiciens. Ils ne sont pas instrumentistes, mais pour moi, ils sont musiciens. Parce que oui, c'est pour ça que je me suis rectifié. Oui, ils produisent une musique que moi je qualifie, c'est la musique de l'âme. Donc pour moi, ils sont musiciens, même s'ils ne pratiquent pas une musique, un instrument de musique. D'ailleurs, quand souvent ils ne pratiquent pas d'instrument de musique, ils se font accompagner par des instrumentistes, par des musiciens. Mais justement, quand un texte est porté en plus par la musique, est-ce que d'après toi, il est reçu différemment? Il est reçu différemment. Il est reçu différemment parce que on va dire qu'il va aller chercher un peu plus loin dans l'âme. Dans l'émotion, d'accord. Il va aller travailler d'autres émotions. Oui. Et toi, Yves, comment tu travailles l'alliance entre les mots et les notes? Alors, encore une fois, on est sur ton travail à toi. Oui. Comment expliquer ça? Alors, quand je produis une chanson, encore une fois, la chanson peut venir en même temps que la musique, c'est-à-dire j'ai une musique qui me tourne dans la tête, une ligne d'accord qui me tourne dans la tête, une ambiance, et les mots viennent avec. Parfois, c'est de façon tout à fait anodine. Par exemple, je suis en train de marcher. On sait, les artistes, ils ont une vie dans leur tête, c'est tout le temps. Il n'y a pas de lieu particulier pour dire qu'on est inspiré ou l'inspiration vient quand elle a envie de venir. D'accord. Bon. Et il y a un moment où il faut cristalliser les choses, les concilier. Bon. Alors moi, je le fais avec soit dans ma tête par un chant, je le chante tout simplement, ou j'ai mon instrument, donc je le pose sur l'instrument, je pose cette inspiration sur l'instrument, je cherche une ligne d'accord qui pourrait correspondre et je produis ma chanson ainsi. J'ai pas de règles. Oui, t'as pas de plan, quoi. J'ai pas de plan. Comme ça vient, au moment où ça vient, si la musique vient avant, c'est-à-dire l'air me vient, ça me travaille avant, je l'accueille. Si l'air vient avec une parole, je l'accueille. Si c'est une idée purement poétique qui trotte dans ma tête, je construis le texte et un texte qui peut finir ou pas en chanson. Il y a absolument pas de. Et parfois il y a des textes qui existent depuis un moment et je me dis, je pense qu'il serait bon de l'accompagner d'une musique pour le restituer. Parce que des fois il y a des textes qui sont tout à fait pertinents, nus, sans aucun ajout, je veux dire d'un environnement harmonique ou quoi que ce soit. Qui sont solides. Et puis il y a d'autres textes qu'on a envie d'entendre en musique. Donc là je construis la musique autour à ce moment-là. Et puis c'est vrai que on avait à l'époque, en temps longtemps comme on dit, et qu'on a gardé quand même dans notre culture, c'est que les histoires elles se lisaient pas en fait, elles se disaient, elles voyageaient de voix en voix, de génération en génération. Absolument. Ouais, on se racontait. Et c'est pour ça que j'insistais sur cette notion d'oralité, de tradition. Tout à fait. Orale. Nous sommes d'abord de la tradition orale. Et je crois que c'est important aujourd'hui. On a un petit problème aujourd'hui. La technologie nous apporte un certain confort pour être plus rapide, plus efficace, d'un certain point de vue, ne serait-ce que pour consigner les choses, pour les conserver. Mais la technologie, le téléphone en particulier, nous fait perdre une part de l'oralité. Et pour moi, il faut faire très attention à cela. Oui, parce qu'on n'a plus la notion, par exemple, d'appeler pour prendre des nouvelles. On écrit. Bon. Et alors que moi, je pense que la voix, la voix, être à portée de voix, échanger, restituer
quelque chose qu'on a entendu et qu'on a mémorisé et qu'on va porter. C'est notre tradition orale. Oui, oui. La plupart comment dire, le fond culturel qui constitue notre voilà, est d'abord oral. On sait à quel point il est important, par exemple, de connaître nos plantes médicinales. C'est un exemple que je prends. Oui. Bon, mais on ne les connaît que par la transmission du papa, de la maman, de la grand-mère, d'un voisin qui nous dit telle plante, tu peux faire ça. C'est pas toujours écrit. Oui. On écrit. Alors, bien sûr, écoute, sans nous révéler ce que tu prépares, dans quel état d'esprit souhaites-tu emmener le public le 13? Voilà, cette question c'est intéressant parce que d'abord, quand on m'a appelé, quand Marlène m'a appelé, je voulais d'abord savoir ce de quoi il en revenait. Voilà, on m'a simplement expliqué, j'ai compris au fur et à mesure qu'il s'agissait de parler dans tant longtemps. Oui. Un thème qui est donc très vaste. Oui, mais quand même, il y a de 1900 à 1970. Donc, voilà, il y a une période qui est ciblée. Il y a une période, mais ça reste vaste. Bien sûr, bien sûr. Alors, en tant longtemps, alors je n'oublie pas que nous avons une histoire. Oui. Une histoire, nos peuples sont constitués par une histoire qui est ce qu'elle est, et cette histoire-là traverse tous les moments de ce que nous vivons. Oui, et puis elle est d'actualité, en plus. Précisément ça. Cette histoire, c'est à la fois un en temps longtemps qui résonne aujourd'hui. Bien sûr. C'est pas un en temps longtemps, on va dire, d'une sorte de tradition figée, d'une sorte d'archéologie. Non. Pour moi, notre histoire, en fait, elle est permanente. Elle est permanente. Elle résonne aujourd'hui. Et c'est pour ça que je parlais de la place importante qu'il faut laisser à la langue, à la façon d'exprimer des petites choses de chez nous, à travers la langue. La langue, pour moi, c'est le sanctuaire. Le créole, c'est un sanctuaire. Bon, au-delà de cela, donc, il y a des réalités brutales, qui nous viennent de cette histoire-là, de pratiques relationnelles qui nous forgent, ou qui nous construisent, ou qui nous détruisent, et qui fait que nous avons besoin de nous reconstruire à travers notre créativité culturelle. Donc, je présente un petit peu, c'est un petit peu le chemin que j'essaierai de proposer, avoir cette espèce de vis-à-vis. Et puis aussi, on a autre chose, c'est très important. On a un environnement, un pays, une terre. Nous sommes, quand je parlais de tradition orale, nous sommes nés et nous faisons partie d'une nature. Et cette nature nous constitue très très profondément. Et j'ai besoin aussi de parler de cet espace qui est vivant, de la mère nature, de cette verdure, du temps longtemps où nous remontons dans Pied-Mango. Nous avons une réalité. C'est cette réalité c'est comme une sorte de confluence. Aujourd'hui, nous remonte du passé ce qui est notre réalité. D'accord. Et ce qui remonte du passé, il faut en parler au présent. Et il faut montrer aussi comment nous construisons ce présent en nous appuyant sur ce passé pour nous projeter. D'accord. En fait, tu as répondu à la question que j'allais te poser. Pour toi, que représentait l'expression « en temps longtemps » ? Mais finalement, tu viens de nous répondre. Oui, c'est pas du tout, encore une fois, dans ma compréhension, c'est pas un archaïsme. Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est pas du tout un archaïsme. Je vais prendre, pour aller vite, juste un exemple. Nous avons des réalités culturelles chez nous. Chez nous, on fait de la canne, de la banane, etc. Voilà. Ça, c'est une réalité économique. Et il y a des enjeux, il y a des jeux de force, il y a des confrontations sociales. Et puis, il y a, par exemple, le phénomène brutal du chlordécone. D'accord? Cela est une résurgence du passé, mais qui nous frappe aujourd'hui. Et avec lequel il faut composer. Par exemple, comment on fait pour déchlordéconer les sols? C'est la réalité de comment nous allons manger, comment nous allons profiter de la nature, comment nous allons profiter de la rivière, ou pas. Et donc, c'est tout ça. C'est pas, encore une fois, je vais me permettre de lâcher un mot qui dit des choses. C'est pas un exotisme que nous voulons produire. C'est pas, on ne cherche pas moi je ne cherche pas à montrer le soleil sans montrer les cyclones. Voilà, c'est ça, tu veux montrer, bien sûr. Mais je pense que par rapport à la préparation de cette journée, on est dans ce chemin-là, à ne pas présenter le soleil sans le cyclone. Voilà, c'est l'état d'esprit, c'est-à-dire montrer le pays, montrer le pays à partir de mon petit angle de vue, voilà. Essayer, mais bon, comme aussi le temps on peut pas non plus tout explorer. Non. Donc je vais tenter de faire des choix qui nous permettent à la fois de nous replonger dans l'espace, donc dans la nature, nous replonger dans les pratiques, nos chants, nos danses, nous replonger dans des choses qui sont importantes pour nous. Le tambour, c'est absolument important, central pour nous. Certains moments particuliers qui nous fondent aussi, qui nous rassemblent dans la joie, mais aussi dans la tristesse. Bon, la mort, la mort. Et voir comment cette réalité nous impacte, comment elle vient. La mort ne vient pas de n'importe quelle façon, mais il y a une façon particulière où elle nous travaille, la maladie. Tout ça, ce sont des choses qui font que nous sommes aussi réactifs, mais nous sommes aussi en capacité de construire une résilience, c'est-à-dire être capable de vivre et de survivre à des choses qui peuvent être dures. Nous produisons cette capacité à vivre à travers la musique, à travers, on parlait de contes, à travers la poésie, à travers notre bonne humeur, à travers les jeux, on peut justement dire le programme de la journée, de cette journée culturelle, qui va démarrer à 15h par une ouverture au public, 15h30, donc c'est les jeux d'antan. Il y a 16h30 défilé enfants en tenue traditionnelle et à 17h donc contes et poésie en musique, notre ami Yves Pastel, un tel Pastel. À 18h des conférences danse traditionnelle, 19h défilé adulte tenue traditionnelle, 19h30 initiation danse de salon, 20h initiation tambour. Donc venez, il faut venir avec les enfants aussi pour les initier un petit peu. À 21h, animation musicale, 21h30, damier suivi d'un moment belay, donc tout ça jusqu'à l'aube après. Et donc toi, ta partie c'est 17h, conte et poésie en musique. Voilà, on dit 17h. Oui, et puis on verra. Qui va s'étaler sur... Bon, moi j'ai prévu quelque chose qui tourne autour de 1h30. Oui. D'accord. Est-ce que tu seras accompagné sur ce temps, sur cette séquence? Nous viendrons à... alors, il y a moi et Jacques Étienne. Qui va être parmi les conteurs. Nous appelons donc les conteurs des mots. Donc, il y a Jacques Étienne, Renette Lirac et Gaëtan Germani. Voilà.
Donc 2 hommes, 2 femmes. D'accord. Pour dire, tiens, parlant de ça, il y a cet aspect-là aussi où on va évoquer les questions propres aux femmes, les questions féminines. D'accord. Et la place de la femme dans... Mm-hmm. Oui, ouais, voilà, parce qu'il y a quand même une problématique féminine très importante. Donc voilà, on va pour dire, on peut pas tout dire, tout dévoiler. Mais non, bien sûr. On va essayer de restituer cette part de cette moitié de l'humanité que souvent on oublie. Oui. Dis-moi, Yves, avant de nous quitter, si tu devais donner rendez-vous aux auditeurs pour cette journée Martinique en temps longtemps, qu'aimerais-tu leur dire? Alors, d'abord que c'est un moment où nous allons nous replonger dans ce temps longtemps, ce qu'on appelle en temps longtemps, c'est-à-dire ce temps jadis, oui. À travers un environnement construit, un espace construit. Il y aura un peintre qui viendra, oui. Donc qui va nous permettre de voyager à travers sa peinture, mais il y a aussi ces objets d'antan longtemps, l'exposition, bien sûr, qui seront exposés et qui vont nous rappeler un petit peu comment on vivait, comment on travaillait, comment on se fabriquait les vêtements, parce qu'il y a des machines à coudre, bref, comment on s'habillait, c'est important, et comment on jouait. Il y a des jeux d'antan et ça me paraît tout à fait important. Comment on joue, et notre musique, comment on la pratiquait simplement à partir entre autres, du tambour belay, mais pas seulement, nos danses, et puis nos habits aussi. Nos habits, et il y aura quelques stands, pas énormément, mais quelques stands aussi pour agrémenter tout ça, la curiosité, et puis on sera là pour répondre aux questions de tout un chacun. Et puis il y a aussi des images à part le travail du peintre entre autres, il y a quand même une restitution d'images qui nous permettra de nous plonger dans ce temps en temps longtemps, temps particulier. On va voyager, Donc qu'est-ce qui est intéressant? Venir et découvrir, tout simplement, être là, ensemble. Pour moi, ça me paraît... C'est pour ça, donc, que moi, j'ai dit oui. Je comprends. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai dit oui, pour être partenaire. Alors, nous allons nous quitter. Mais avant ça, on va rappeler que c'est le samedi 13 juin, la Martinique en temps longtemps, proposée par l'association Arôme 2000 à Champs, qui existe depuis 40 ans. Et c'est la salle Jean Eiffel, 1 allée Pascal Dulphy, à Champs-sur-Marne. Merci encore une fois. Et à bientôt, le 13. Et pour bien nous dire au revoir, je vous propose d'écouter Jardin Créole, l'extrait de l'album du même titre de l'auteur-compositeur-interprète Yves Intel Pastel. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, afin de nous suivre, #EKODELAKTU, Écho de l'actu. Jardin Créole, c'est pharmacie naturelle. N'est tout saoulé pour être bien portant. La bonne santé, c'est d'abord bien manger. Mais si vous malade, faut ça fait antidité. Jardin Créole, c'est pharmacie naturelle. N'est tout saoulé pour être bien portant. La bonne santé, c'est d'abord bien manger. Mais si vous malade, faut ça fait antidité. Faut nous s'apprendre ça la nati cabanou. Bon Dieu prévoit tout ça nos besoins pour vivre. Tout peuple assis la terre, ça soigne koyo. Faut nous observer ça qui dans la nature. Faut nous apprendre ça la nati cabanou. Bon Dieu prévoit tout ça nos besoins pour vivre. Faut nous apprendre ça la nati cabanou.
bon Dieu prévoit tout ça nous besoin pour vivre. Jardin créole, c'est pharmacie naturelle. Ni tout ça pour être bien portant. La bonne santé, c'est d'abord bien manger. Mais si vous malade, faut ça faire antidité. Jardin créole, c'est pharmacie naturelle. Ni tout ça pour être bien portant. La bonne santé, c'est d'abord bien manger. Mais si vous malade, faut ça faire antidité. Faut nous en main, jardin nous, chaque pied bois c'est un remède. Faut pas nous trop presser, courir à caille docteur, mais seulement en garde. Avant nous faire docteur, bah qu'on nous-mêmes des conseils meilleurs qui ont mandé moun qui savent. Chaque pied bois c'est un remède, tout dépend de ça ou ni. Si l'on dose, si l'on maladie, la quantité, pas la qualité, tout peuple assis la terre, ça soigne koyo. Faut nous observer, ça qui dans la nature. Jardin créole, c'est pharmacie naturelle. Ni tout ça pour être bien portant. La bonne santé, c'est d'abord bien manger. Mais si vous malade, faut ça faire antidité. Jardin créole, c'est pharmacie naturelle. Ni tout ça pour être bien portant. La bonne santé, c'est d'abord bien manger. Mais si vous malade, faut ça faire antidité.